Alors, bonjour à tous, bienvenue sur Culture Wine TV, la chaîne dédiée à la mise en lumière des vignerons et des gens du vin. Alors nous sommes à Beaune, dans l'une des plus anciennes caves de Bourgogne, alors entre l'Enfer et le Paradis, enfin Mais nous sommes au paradis. entre la rue d'Enfer et la rue Paradis, au pied de Notre-Dame. Alors aujourd'hui nous avons rendez-vous avec un personnage, avec un grand P, haut en couleur et en caractère, Monsieur Jean-Pierre Nier. Homme de commerce, amateur de vin, amateur du bien vivre où rien ne se conclut sans ouvrir une bonne bouteille ou partager un repas de gourmet, il est à lui seul une mémoire des pratiques du commerce du vin. I bet you're thinking I'm a little too romantic. Oh, but baby, now don't get frantic. 'Cause when I love my lovin's... Alors mon cher Jean-Pierre, cela fait bien longtemps que je souhaitais t'interviewer et nous y voilà enfin. C'est vrai, c'est vrai. Alors si tu es très connu sur la planète vin de Bourgogne, tu ne fais pourtant pas partie des gens du vin médiatisés. Alors serais-tu un homme de l'ombre? C'est tout à fait ça. Je suis plutôt un metteur en scène qui se cache derrière les rideaux. Voilà. Ah, J'ai bravo. toujours utilisé cette expression. Alors, tu fêtes cette année ton jubilé professionnel, Hélas. qui, je le précise, couvre une période de 50 ans. Oui. Nous c'est allons ça. donc évoquer ton parcours pour Ouais. que cette interview soit une sorte de vue panoramique sur le commerce du vin de ces 50 dernières années. Ouais, oui. Alors, comment tu as démarré cette incroyable carrière? Ah là là. Ben d'abord, on va démarrer par la naissance. Je suis né issu d'une famille de vignerons de Centenay, puisque ma famille était à Centenay depuis 1580 et peut-être depuis les Gaulois, on ne sait pas. Mon grand-père était maire de Centenay de longues années, et mon père s'est retrouvé vigneron, il ne voulait pas, mais à la fin de la guerre, c'était comme ça. On avait un domaine très important qui faisait 25 hectares à l'époque sur Allos-Corton, Chassagne, Centenay, etc. Mais le domaine s'est coupé en trois, s'est divisé en trois à la fin de la guerre pour une histoire d'héritage, bien évidemment. Et moi-même, quand j'étais jeune, ben, c'était de la misère dans la vigne. Bon, les vignerons roulaient en vélo ou en deux chevaux. C'est l'instituteur et le curé qui avaient les plus belles voitures. Hein. Et c'est vrai, c'est une réalité. Et donc, ma grand-mère souhaitait que je devienne fonctionnaire, comme mes cousins, à la SNCF ou au PTT, ou je sais pas, enfin bref. Non, j'ai quand même fait un petit peu d'études. Je suis allé au lycée à Châlons, où j'ai fait un bac scientifique. Et ensuite, j'avais un copain de mon père qui était pharmacien qui m'a dit fais donc pharmacie, tu viendras en stage chez moi, on ira à la pêche dans mon étang. Et à 18 ans, j'adorais la pêche. Donc j'avais comme objectif d'aller à la pêche dans l'étang de l'ami pharmacien de mon père. C'est vrai, c'est authentique. Bon, bref, je suis allé en pharmacie à la faculté à Dijon, à la faculté de pharmacie, et j'ai fait 2 ans, enfin 2 ans de première année, hein, je vais le dire quand même. Mais j'ai perdu mon temps parce que c'était pas mon truc, c'était pas ma vocation. Cela dit, les bases en chimie m'ont aidé ensuite quand j'ai fait mon petit diplôme d'œnologue, de technicien en œnologie à l'université de Dijon. Pendant mon service militaire. Bon, après, j'ai fait un institut universitaire de gestion d'entreprise sur 2 ans. Et je suis allé en stage en Angleterre pendant 4 mois et j'ai découvert là que j'avais des atouts pour le commerce. Et voilà. ça, c'était en quelle année? Entre 70 et 72. D'accord. Et en 72, au mois de juin, je suis sorti diplômé, tout frais diplômé. Et mon frère était courtier en vin et il marchait très bien à l'époque. Il m'a dit, tu sais pas quoi faire, viens donc travailler avec moi. Et donc j'ai démarré par le petit bout sur le terrain comme petit grouillot entre les négociants de Beaune ou d'ailleurs et les vignerons de la côte chalonnaise on en parlait un instant, ou du Couchois, tout, voilà. Donc j'ai fait mes premières armes comme courtier en vin à 23 ans, 22, 23 ans. Et ça ne m'a pas déplu parce que j'ai découvert le monde, vraiment. J'avais beau être fils de vigneron, je côtoyais très peu les voisins du village, je côtoyais très peu d'autres villages, je découvrais les appellations. Et on allait sur Chablis, entre autres, aussi à l'époque, dans l'Auxerrois. Donc j'ai appris beaucoup de cette période-là, ça a duré 2 ans. Après, je suis parti au service militaire. Et là, j'ai fait mon petit diplôme de technicien en œnologie ce qui m'a donné les bases de discussion, enfin, on va dire... Les bases techniques. Voilà, même si je ne suis pas un scientifique réellement. Hein.
Et à la fin de ce service, j'avais 3 opportunités. Je pouvais aller travailler à Châteauneuf-du-Pape, dans des maisons de négoce. Et puis, j'avais une autre opportunité, je ne sais plus où, j'ai perdu. Et puis surtout, j'ai rencontré la famille Cancard de Bordeaux, monsieur Raoul Cancard, un vieux monsieur qui était sympathique, qui m'a appris les bases du métier. Et ce qui m'intéressait, c'est qu'ils étaient à Bordeaux. Et donc, ils avaient une toute petite antenne en Bourgogne. Il y avait un ouvrier et demi, il y avait un caviste, et puis un monsieur qui faisait le caviste le matin et l'administration l'après-midi. Mais ils n'avaient pas de directeur, il n'y avait rien. Il y avait 3000 bouteilles dans la cave, il n'y avait pas de clients, il n'y avait pas de matériel, il n'y avait pas de stock, il n'y avait rien. C'était en 74, 2 décembre 74, j'ai démarré. J'ai mis la cravate, et puis voilà, j'ai commencé à prospecter dans le Jura, dans la Haute-Saône, les grossistes, un peu partout. Même à Saulieu, je vendais du vin à Saulieu, je me rappelle, à des grossistes en vin à l'époque. Et puis je me suis tout de suite tourné vers l'export quand même. Et là, les Bordelais m'ont quand même donné leur fichier export, leur fichier d'agent. Et j'ai vite démarré sur le marché anglais. Et là, on a commencé à développer des affaires intéressantes. J'ai rencontré des gens formidables, des gens comme Clive Coates, des gens comme Charles Metcalfe, Russell Owen, voilà. Et c'est là où j'ai démarré vraiment l'export, c'est sur le marché anglais au départ. Et puis, concomitamment, j'ai découvert qu'en France, personne ne m'avait attendu, les grossistes, ça commençait à dépérir, et la grande distribution commençait à lancer les foires au vin. Et parallèlement à cela, j'ai observé mes amis bordelais qui, eux, développaient cette notion de petits châteaux. Alors, ils achetaient du vin en vrac à des petits propriétaires des petits châteaux, ils mettaient en bouteille des groupes mobiles parce que les gens n'avaient pas l'équipement. Et j'ai fait la même chose en Bourgogne. Donc, j'étais un pionnier en la matière puisque j'ai démarré. J'étais le premier à démarrer les ventes de vins de domaine en grande distribution, surtout pour les foires au vin. Ce qui me posait certains soucis parce que à l'époque, les esprits n'étaient pas encore vraiment mûrs, même s'ils le sont un peu mieux aujourd'hui, pas pour tous. Mais j'ai quand même percé un petit peu dans ce créneau-là. Et c'est vrai que j'étais un peu marqué avec une pancarte supermarché dans le dos. Mais c'est pas grave. Ce qui n'est pas forcément valorisant. Alors, Bourgogne, oui, mais ça, oui. En France, en fait. Mais il n'empêche que ça représente quand même une part de marché très importante. Entre autres pour les foires au vin. Et puis, j'ai quand même été le premier à acheter aux Hospices de Beaune pour Carrefour en 1983. J'ai cru qu'ils allaient me pendre sur la place Carnot ou sur la place de la Halle à la sortie de la vente parce que j'avais mis le pavé dans la mare. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que j'avais acheté des Meursault Charme de Bèze de Lanley, je me souviens. Et j'avais une pièce pour le Carrefour de Quetigny, puis un autre Carrefour, je ne sais plus. Et j'avais une autre pièce pour la compagnie des barons Edmond et Benjamin de Rothschild. Alors c'est marrant parce que j'avais comme acquéreur Rothschild d'un côté et Carrefour de l'autre. C'était complètement à l'opposé. Mais alors c'était vraiment une aventure, cette grande distribution. Et je peux dire que j'étais le premier à développer ces notions de gamme de vins de domaine en grande distribution. À l'époque, le marché était tenu par des marques connues comme Red Pédoc, Moyard, Honoré Lavigne, qui était une marque de Boisset à l'époque, et des gens comme ça. Mais c'est vrai que les vignerons n'étaient pas tous prêts à avoir leur vin dans les supermarchés. Mais la crise est arrivée, on était en 74-75, quand j'ai démarré, 75, il y avait 3 années de récolte dans les caves de Meursault. Les caves étaient pleines, le vin ne se vendait pas. C'est pas facile. Alors, c'était à la fois une chance et un drame parce que les clients en Angleterre ou ailleurs faisaient faillite. En fait, mais il y a eu un grand bouleversement des structures de distribution à l'époque. Et puis, ça m'a donné l'opportunité, effectivement, de démarrer. Je n'avais pas de stock, donc j'étais mieux placé que les autres en prix. J'avais une structure toute petite, j'avais 2 employés, même pas, 22, plus moi. Et le matin, je mettais la blouse, je donnais un coup de main pour préparer les commandes, et puis l'après-midi, je mettais la cravate. Et c'était une aventure fantastique. Voilà. Et puis ensuite, on a décollé. Alors, j'étais directeur de cette maison, mais c'est un bien grand mot. Mais petit à petit, j'ai transformé mes bonus, enfin mes primes de fin d'année en actions. J'ai demandé à mes partenaires bordelais.
Et j'ai grignoté le capital, j'ai eu 5%, 10%, 34%. Et puis, in fine, on a racheté, avec un ami suisse, on a racheté la société en 88, donc au Bordelais. Et là, on l'a développé surtout à l'export, États-Unis beaucoup, avec mon ami suisse qui était un grand spécialiste du marché américain. Et on partait 4 semaines, voire 5 semaines, États-Unis, Canada. On partait avec des petits échantillons. C'était au mois de janvier, j'emmenais toujours les petits échantillons de Pouilly-Fichet, de Mâcon, de Chablis, tout ça. On arrivait chez les clients, on ouvrait les petites bouteilles sur le bureau et on prenait les commandes. C'était vraiment, c'est incroyable quoi aujourd'hui. Ouais. Et il n'y avait pas le fax ni le téléx. Si le téléx démarrait, mais bon, tout juste. Mais je me réveillais à 3 h du matin pour appeler les courtiers pour confirmer les commandes que j'avais vendues la veille. En fait, c'était une aventure, vraiment une aventure fantastique. Donc j'ai développé à la fois ce marché export et la grande distribution avec cette notion de domaine de petits châteaux, etc., de petits domaines. Et voilà, et l'évolution s'est faite comme ça. Mais je n'ai pas connu, c'était pas facile parce que j'achetais mon fonds de commerce, on ne gagnait pas d'argent. Dans les années 80, les agios étaient, enfin après même d'ailleurs, oui, les agios sont montés jusqu'à 14-15%. Donc on finançait les stocks. On travaillait pour le Crédit Agricole, quoi. J'ai toujours dit, vous devriez me mettre une statue devant le Crédit Agricole, là-bas, vers les 5 heures. Là. Mais il n'empêche que j'ai acheté mon fonds de commerce au fil des années, comme ça, en investissant, parce qu'il fallait payer des gros budgets pour rentrer dans les magasins à l'époque. C'était des méthodes un peu curieuses, mais bon, ça a bien évolué depuis, heureusement, dans le bon sens. Et la grande distribution a su respecter petit à petit les prix, les virons, tout ça. Au contraire, ça leur a permis à eux de se valoriser, justement. Oui. Et donc, les relations se sont apaisées, on va dire, voilà, parce que... Oui, les foires au vin n'ont plus cette J'ai connu la première négative. fois que je suis allé au Galec, qui est la grande centrale d'achat Leclerc. Alors, je souris quand j'entends M. Michel-Édouard Leclerc qui dit qu'il est pour la défense des petits producteurs à la télévision, très souvent. Parce que moi, la première fois que je suis allé là-bas, c'était rue Saint-Honoré, à Paris. Et il y avait j'ai cru que j'étais au tribunal, il y avait 5 ou 6 gars comme ça, des patrons de Leclerc de différentes régions. J'ai donné mon tarif timidement. Il y en a un, il a pris mon tarif, il l'a déchiré, il me l'a renvoyé sur la figure, comme ça, à travers, comme ça. Monsieur, on n'a pas besoin de vous, vous êtes trop cher, vous vous foutez de nous. Enfin, c'était des chocs psychologiques importants, il fallait être solide. Mais j'étais solide. J'ai tenu bon, et puis petit à petit, on a construit cette maison. J'ai failli passer près du coup près, si je peux m'exprimer ainsi, dans les années 94, oui, parce que là, les agios élevés, le chiffre d'affaires qui baissait, j'ai perdu un gros client à l'époque. Après, tu as failli mettre la clé sous la porte. Pas vraiment, parce que j'avais une chance, j'avais des clients qui me suivaient, des fournisseurs qui me suivaient. Et ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est d'avoir toujours respecté mes engagements vis-à-vis des vignerons, ce qui me permet de pouvoir me promener de Chablis jusqu'à Villefranche ou ailleurs, sans aucune hésitation, puisque j'ai toujours honoré mes engagements. Bon, et ça, c'était ma plus grande fierté, même si ça m'a coûté, et ça m'a coûté quelquefois. J'étais au bord de... Mais on a reconstruit la maison petit à petit, et puis aujourd'hui, on a quand même une maison qui s'est développée avec des marques de négoce. On a fait des accords techniques avec le groupe Boissé il y a 25 ans, donc de production, qui nous a permis de nous libérer de toutes ces contraintes techniques et d'avoir des coûts fixes relativement bas, donc de pouvoir nous consacrer au commerce entièrement et aux produits, au sourcing des vins et puis les marques de négoce qu'on a développées. Alors, est-ce que voilà. tu considères Aujourd'hui, ça représente, on va faire environ 25 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année pour 3,5 millions de bouteilles. Donc on existe quand même si on est discret sur le marché. Et voilà. Tu te considères comme à la tête d'une maison de négoce ? Ah oui, complètement. Oui. Bon, même si on a repris Jafflin, on achète des... Bon, mais c'est 10% de notre activité, c'est pas... Et puis, il y a 11 ans, on a repris le domaine Vincent Girardin à Meursault, qui marche très bien, mais complètement indépendamment de notre société. Je suis président des 2 sociétés.
Mais voilà, et moi, je suis vraiment... Donc le principe, c'est d'acheter des vins chez les vignerons Oui. que eux-mêmes ont Que nous stockons. On a un stock permanent. Mais eux, ils ont vinifié, ils ont... On achète des produits tout conditionnés. Tout conditionné. Mais bon, tiens, mes 2 collaborateurs sont partis en propriété à Meursault là, ce matin. Donc j'ai mes adjoints qui s'occupent de ça maintenant. Bon, je ne suis plus en première ligne, bien évidemment, parce que j'ai passé là, j'ai 74 ans, ma chère. Alors, mais je suis toujours là et actif. Et je pars au Japon. Je pars au Japon dans 10 jours et ça me plaît et je veille au grain. Pierre, dirais-tu que tu as eu un seul métier ou plusieurs sur cette carrière ? J'ai eu un seul métier, mais qui a évolué fortement au fil du temps. Parce que c'est vrai, j'ai connu l'époque des petits vignerons qui faisaient du mauvais vin, parce qu'ils avaient des vieux tonneaux pourris, parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'investir. J'ai connu des chablis avec des doses de fer énormes dedans qu'il fallait traiter au ferrocyanure de potassium. Si on disait ça aujourd'hui aux journalistes voilà, à l'époque, 70% des chablis, il fallait les traiter au ferrocyanure, parce qu'il y a du fer dans les chablis. Mais ça, c'est l'histoire. Et c'était légal, hein, attention. Et puis, j'ai connu l'époque où il y avait des mauvais vins, parce que, voilà, c'était le cercle vicieux. Les gens n'avaient pas les moyens d'investir. Et puis, ils travaillaient par habitude dans les vieux tonneaux, les vieux foudres. Je me souviens d'un gars dans le Couchois là, qui avait un foudre qui était complètement moisi, et tous les ans il faisait du vin moisi parce qu'il remettait dans le même foudre. Et puis c'était comme ça. Ouais. Il arrivait à le vendre quand même parce que c'était l'époque du vin aliment où tout était recyclé dans la grande machine à laver, même ce qui n'était pas bon, quoi. C'était... Ouais. Alors, grâce à Dieu, ça a bien évolué et heureusement dans le bon sens. C'est pour ça que je dis j'ai connu plusieurs métiers dans le même métier, parce que d'abord la maîtrise comment on va dire, de la production n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, la maîtrise du commerce n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. J'ai vu petit à petit décliner les ventes à travers les grossistes, les réseaux de vendeurs aux particuliers. C'est à une époque qui étaient plus ou moins, on va dire, des vendeurs qui rentraient par la fenêtre quand on les mettait dehors par la porte. Bon, personnellement, je n'ai jamais été dans ce circuit-là, parce que je n'y croyais pas du tout, et je trouvais ça limite escroquerie. Ah oui, tu veux dire les gens qui faisaient du porte-à-porte chez les particuliers pour vendre du vin ? Il y avait beaucoup de petites maisons de Beaune qui fonctionnaient comme ça, petites ou moyennes ou grandes d'ailleurs, avec des réseaux d'agents, de sous-agents, qui allaient chez les gens faire du porte-à-porte, voilà. Et le vin se vendait beaucoup comme ça dans les années 60, 80, choses comme ça. Mais c'est pour ça que personnellement, j'ai toujours trouvé que la grande distribution, c'était plutôt sain comme circuit, même s'il y avait ce côté un petit peu de, comment on va dire, non-respect de la température de stockage des vins. Ah oui. C'est ça qui était le plus inquiétant. Est-ce que tu penses que ça a vraiment évolué ? Oui, ça a évolué quand même. Bon, puis on peut dire que pour les foires au vin surtout, les vins sont livrés une semaine avant. Je veux dire, il n'y a pas de risque important de détérioration de la qualité. C'est beaucoup plus grave sur les linéaires. Quand tu as une bouteille, elle reste 6 mois à la lumière, surtout c'est du blanc en plus. Et donc je crois que les choses ont évolué. Voilà. Et aujourd'hui, pour nous... on est toujours un acteur majeur dans la grande distribution française, mais on n'a pas que la grande distribution. On vend aussi à des réseaux de cavistes un peu. Selon ton vécu, selon toi, quelle période fut la plus compliquée pour le commerce du vin ? Tu as évoqué les années 73, 74, 75, où il y avait 3 années de récolte dans les caves. La première crise du pétrole. Hein, oui. Et puis après, il y a eu la guerre d'Irak, la guerre en 91, quand tout s'est arrêté en janvier 91. Là aussi, c'est une crise importante, mais qui m'a moins frappé quelque part que la crise de 73, qui paradoxalement m'a permis de démarrer, puisque je n'avais pas de stock et que les autres en avaient et qu'ils avaient payé très cher. Et donc,
bon, je ne vais pas citer de nom, mais j'ai racheté des vins à des grandes maisons de la place à la moitié du prix qu'elles avaient payé 2 ans avant et que j'ai revendu sans doute, pas à leurs clients, mais sur le marché anglais. Et entre autres, et je me souviens que j'ai démarré mon fonds de commerce sur la crise. Eh oui. C'est souvent comme ça d'ailleurs. On Ouais, dit que parce que ça m'a donné une opportunité. Oui. Voilà. Et alors, à contrario, quelles sont les plus belles années, les années les plus fastes Les plus belles commerces. Oui. C'est Ou alors difficile à... Oui. Je pense que, paradoxalement, même si on est en pleine crise mondiale, nous, aujourd'hui, on exporte dans 64 pays. Donc, on a un chiffre d'affaires qui est beaucoup mieux réparti que quand j'ai démarré, où j'exportais dans 5 pays. Alors, est-ce qu'on peut dire pour autant que c'est les années les plus fastes? Je ne sais pas si on peut dire ça, mais bon, nous, en ce qui nous concerne, c'est vrai qu'on a une rentabilité qui est bonne aujourd'hui, qui n'a jamais été aussi bonne depuis 7, 8 ans, 10 ans. Et bon, cela dit, j'ai appris à mes dépens à faire en sorte que je veux bien faire le tour de la planète pour vendre du vin, mais je veux que ça gagne un peu. Pas beaucoup, mais un peu. Et alors justement, tu as beaucoup voyagé dans le monde pour vendre des vins de Bourgogne. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs pays dans lesquels tu n'es jamais allé pour... La Russie, entre autres. Oui. La Russie, où on a fait un peu de commerce. On en fait toujours un petit peu, mais à des clients historiques. On ne vend pas des bouteilles pour les oligarques. Hein. Mais c'est vrai que c'est un des rares pays que je n'ai pas visité. Bon, l'Amérique du Sud, le Brésil, tout ça, je connais bien maintenant. Enfin bien, j'y suis allé 3-4 fois. Et on a bien développé les affaires dans ce pays-là. Les États-Unis, c'est toujours notre premier marché, bien évidemment. Le second, le Royaume-Uni, l'Angleterre. Et puis après, on a bien développé aussi des pays comme la Norvège, la Suède, Danemark aussi, très, très bien. Le Japon, historiquement, j'étais un des premiers exportés au Japon en 1976. J'ai fait mon premier conteneur au Japon en 1976 et mon premier voyage en 1983. Je me rappelle, je me suis perdu dans le métro de Tokyo. Il n'y avait rien de marqué en anglais. C'était assez difficile de... Ouais, et alors, que penses-tu justement de l'évolution de la qualité des vins en règle générale par rapport à ce dont tu parlais précédemment? Le jour et la nuit, parce que, bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas que des très bons vins, mais il n'y a plus de mauvais vins sur le marché, à la production. Oui. Il y a des vins qui peuvent être moyens quand même, qui manquent un peu de fruits, un peu d'élégance, où on peut trouver des tas de choses. Bon, puis il y a quand même le terroir qui est là, je veux dire, mais c'est vrai, j'ai encore vu à la Paulée de Meursault avant-hier, où on a dégusté pas mal de vins. Les mauvais vins, il n'y en a plus. Alors, on a plus ou moins d'émotions selon la signature, selon le coup de patte du vigneron, c'est évident, ou du négociant. Mais non, on a beaucoup de chance. Je pense que la Bourgogne est reconnue aujourd'hui avec un niveau de qualité qui est comment dirais-je, qui est régulier. Et c'est ça qui est important, parce qu'il ne suffit pas de faire du bon vin une fois. Ce qui compte, c'est la régularité. Et nous, on s'attache justement... la compagnie Vins d'autrefois, on commercialise des vins de petits vignerons qui sont complètement inconnus la plupart du temps. On a quelques stars entre guillemets, mais c'est pas. L'objectif, c'est de vendre des vins d'un bon rapport qualité-prix, mais avec une belle personnalité et des vins de qualité, pas forcément très connus, dont le producteur n'est pas forcément très connu. Donc on est le bras commercial de ces petits domaines. De ces petits vignerons qui sont dans leur vie, qui font leur vrai métier de vigneron, qui ne vont pas se balader à Singapour ou à Hong Kong. Je dis pas ça pour tout le monde, mais je pense que le vrai métier de vigneron, c'est d'être dans la vigne. Et c'est vrai que ça me choque toujours quand je vois des jeunes dans le Côte d'Or, quand ils ne savent même pas où sont leurs vies, qui fait que ça change les choses. Des jeunes, y compris pour l'avenir. Selon toi, cet emballement des prix des vins de Bourgogne ces 10 dernières années est-il dangereux pour la région? C'est une question pas facile parce que... Enfin, la réponse n'est pas facile. Le mot danger me paraît un peu excessif quand même. Oui. Bon, alors,
Moi, je pense que... J'entends danger comme je l'entends dans le sens où à un moment donné les prix dans le Bordelais se sont un peu envolés et à un moment donné sont retombés et ça n'a pas D'abord, il y a eu un Bordeaux bashing. Il faut bien se comprendre, c'est que la Bourgogne, il n'y a pas que les grands crus et les premiers crus, il y a aussi les appellations régionales. 50% de la production. Absolument. Et bon, et là, je pense qu'il y a encore des j'aime pas l'expression rapport qualité-prix, ça m'énerve un peu, mais il y a encore des bons vins de qualité à des prix raisonnables, abordables, on va dire. Oui. Même s'ils ont doublé en 10 ans, mais je veux dire, il y a beaucoup de choses qui ont doublé en 10 ans, il n'y a pas que le vin. Alors, c'est vrai qu'on ne va pas se référer au prix des grands crus ou du prix des bâtards brochés, 300 000 € la pièce aux hospices, à la dernière vente des hospices. Je crois qu'il faut raison garder. Et puis, je pense que... Non, je crois que la répartition sur tous les marchés au niveau mondial a changé la donne aussi. Il ne faut pas l'oublier. Ça, je crois que c'est très important. Ça veut dire qu'à l'échelon de la planète, on va être bientôt, je crois, 8 milliards d'individus. Bon, là aussi, ça a doublé. Il n'y a pas que le prix des vins qui a doublé en 10 ans. Mais je crois que... Alors, même si les vins de Bourgogne sont réservés à une certaine élite, ça c'est bien vrai, les grands vins, du moins. Oui, les grands vins. Mais oui, mais ça a toujours été le cas, plus ou moins. Plus ou moins. C'est vrai que moi-même, je peux le dire maintenant, enfin maintenant, je n'ai pas honte à le dire, et il m'est arrivé d'acheter 67 caisses de Romanée Conti, je me souviens en 1994, pardon, je vais aller me tromper, que j'ai dû acheter à l'époque, moins de 5000 francs, 1000 francs, la caisse de 6, je me souviens, dont une Romanée Conti, une Tâche, un Richebourg, etc. Une caisse panachée de 6 bouteilles à l'époque. Bon, c'était pas cher, relativement. Mais enfin, c'était cher par rapport au SMIC de l'époque. Oui. Tout est relatif, quoi. Alors, mais c'est vrai que depuis, ça s'est envolé. On est dans la collection, on n'est plus dans le vin. Oui, on est dans le monde du luxe, en tout cas pour ces vins-là. Je ne sais même pas si on peut parler de luxe, parce que est-ce que les gens les boivent vraiment j'en sais rien. Mais moi, mon activité principale, elle est pas comme je l'ai dit dès le départ, je ne suis pas dans le star system, je suis dans les petits vignerons qui ont besoin d'un bras commercial. Nous sommes leur bras commercial à travers la planète. Et c'est vrai, quand on arrive chez un vigneron, quand il dit « Monsieur, on est présent dans 64 pays dans le monde », il n'a pas besoin de se poser de questions pour aller lui-même. Donc on a une toile d'araignée mondiale maintenant qui nous permet d'avoir l'activité qu'on a et de la rentabilité qu'on a grâce à une équipe, parce que j'ai la chance d'avoir construit une belle équipe aujourd'hui, mais on n'est pas si nombreux que ça, on est une douzaine avec plus de stagiaires pour faire ce chiffre. Donc on est performant justement parce qu'on a des vins de qualité à des prix raisonnables et nos distributeurs ont compris qu'ils avaient besoin de nous pour s'approvisionner d'une manière régulière. Voilà, c'est important. Alors, parlons d'une autre évolution. On a les réseaux sociaux, la vente en ligne, etc. Oui. Alors, qu'est-ce que tu portes comme regard face à ce commerce complètement différent de celui que tu as toujours pratiqué ? Car je crois comprendre, ou j'ai cru comprendre depuis que je te suis, que pour toi, le commerce, ça passe avant tout avec les rencontres humaines. Les hommes. Oui. Ah oui, j'en meurs convaincu. Cela étant dit, j'ai vu l'évolution des ventes sur le net. Au début, j'y croyais pas du tout, comme tous les gens de ma génération, je pense, ou les plus vieux. Et puis, petit à petit, je me suis rendu à l'évidence et j'avais la preuve, à cette table même, c'était vendredi dernier, le matin à 8h30, j'avais rendez-vous avec notre plus gros client américain. Eh bien, il se trouve que ces gens-là, aujourd'hui, ils font 20% de leur chiffre d'affaires en ligne. En ligne. Malgré le fait qu'ils ont 248 superstores, wine stores aux États-Unis, dans 27 États, je crois. Et ils ont une puissance de fait fabuleuse. Mais ils développent les ventes en ligne ou en click and collect. Donc, comme on dit aujourd'hui, puisqu'il faut parler franglais. Je sais pas. Click and collect, oui. Bon, bref. Donc, je dis qu'aujourd'hui, c'est une part
Bon, ce qui me dérange un peu dans tout ça, c'est qu'on parle d'écologie, d'empreinte carbone, et quand je vois les avions de DHL ou d'Amazon ou le carton qu'on utilise pour tout ça, je me dis, est-ce qu'on n'est pas à contre-courant par rapport à ce qu'on veut sur le long terme, je veux dire. C'est vrai. Pensons à nos forêts, parce que tous ces cartons qu'on voit il y a plein les poubelles, là. Même s'il y a beaucoup de recyclage. Voilà, recyclage, mais ça coûte cher de recycler aussi, donc, parce que c'est de l'énergie, tout ça. Donc je me dis, est-ce que c'est la vente en ligne, est-ce que c'est l'avenir? Je ne sais pas. Je pense que ça représente aujourd'hui une certaine part de marché, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont envie d'aller soit à leur supermarché acheter au fort au vin ou en permanent parce qu'ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas de cave, ou ils veulent acheter une bouteille, ou ils vont chez les cavistes qui sont bien redéveloppés pendant le Covid d'ailleurs. Ou alors directement à la propriété, de moins en moins à mon avis, parce que ça coûte cher quand on va acheter 12 bouteilles dans la côte de nuit. Je crois qu'il y a de moins en moins... Enfin, il y a toujours... Et puis de moins en moins de domaines disponibles pour en recevoir. Plus, il faut aussi s'organiser, du personnel, donc, ça prend du temps. Bon, alors les ventes en ligne, oui, c'est vrai, ma propre fille qui a 33 ans, elle achète tous les mois un carton de vin panaché, je ne sais plus quelle enseigne, le vin rouge, je ne sais pas quoi, un truc comme ça. Ouais. Ça m'a toujours choqué, je dis, mais qu'est-ce que tu vas acheter du vin comme ça? Et il y a un problème de génération peut-être, c'est un problème de génération. Donc, alors, je ne suis pas contre, mais je ne suis pas... Alors justement, par rapport aux générations, autre chose, les chiffres montrent que la consommation de vin en France et dans le monde est en baisse. Globalement, tu as un avis sur cette question? Est-ce que tu le remarques? Je pense que quand j'étais jeune, quand j'étais tout jeune, je me souviens des carrières de Comblanchien où les carriers qui tapaient dans la roche, ils buvaient 10 litres de vin par jour. Mais c'était du vin qui était coupé avec de l'eau qui faisait 9 degrés à mon avis, c'était du fortifiant. Et moi j'ai connu le vin qu'on me conservait à table quand j'avais 5, 6, 7, 8 ans, on buvait du vin coupé avec de l'eau, oui, c'est le point final. Donc c'est vrai que le vin aliment, comme j'appelle, comme j'ai dit tout à l'heure, il est plus de mise. Moi personnellement, quand je bois que de l'eau chez moi, tout seul, enfin mes copains me disent t'es jamais tout seul, donc voilà. mais il n'empêche que la consommation a évolué dans le bon sens, parce qu'on a réduit c'est vrai, quand on sait qu'en France on buvait je ne sais plus combien, 100 litres par an par habitant ou plus, je ne sais plus. On est tombé à combien, 25 aujourd'hui, un truc comme ça, je ne sais pas. Bon, dans le même temps, les Anglais, ils ont triplé ou quadruplé. Bon, à part des marchés comme le Japon, où la consommation baisse vraiment, au Japon, il n'a jamais vraiment décollé vraiment. Et le pays vieillit, et puis la jeunesse japonaise boit de moins en moins de vin. Ça, c'est un peu inquiétant, entre guillemets. Est-ce que ça reviendra? Je ne sais pas. Et alors, est-ce que les pays d'Afrique s'intéressent? Très peu. Très peu. Bon, il y a le climat, et c'est vrai, personnellement, moi, ça m'arrive d'aller quelquefois au Sénégal à la pêche avec des amis. J'ai déjà emmené des grands vins, on n'a pas envie de les boire. Je veux dire, on a envie de boire du rosé de Boulawad ou de Kerouan, voilà. C'est pas... Bon, l'autre jour, j'étais aux Antilles, là où on vend un petit peu, en Guadeloupe, Martinique, tout ça. Et c'est vrai, j'ai fait une dégustation chez notre distributeur de grands vins, dans une pièce climatisée, avec des gens qui étaient intéressés et la consommation dans la restauration dans ces pays-là, et puis même... ils boivent beaucoup de champagne, par contre, les Guadeloupéens ou les Martiniquais. Mais le vin, non, je crois que l'évolution de la consommation du vin dans les pays chauds, je ne la vois pas... Tu ne la vois pas changer. Non. Alors derrière ta bonhomie, ta convivialité permanente, ta gourmandise de la vie, ne crois-tu pas que tu représentes un mode de fonctionnement qui semble s'éteindre? Le dernier des Mohicans, serais-je? J'en suis pas sûr, parce que j'en veux pour preuve que quand je vois même les jeunes générations, aujourd'hui j'ai voyé à la Polée, là, il y a 3 jours, des jeunes de 20, 25 ans, 25, 30 ans, on va dire. Et ils aiment bien se réunir entre eux, boire des bonnes bouteilles, faire des bons casse-croûtes. Je crois que rien n'a changé dans ce sens-là, mais ça se fait différemment peut-être. Ils boivent que le week-end.
Nous, on buvait tous les jours. Ah, peut-être pas, mais j'exagère. Non, mais je pense que, encore une fois, le commerce, si on revient au mot commerce, je crois que c'est des rencontres, oui, c'est important. La preuve, c'est que même les importateurs classiques, ils viennent voir, font le tour de tous leurs vignerons, même nous-mêmes, nos propres clients, on les emmène chez nos vignerons, on joue la transparence, hein, on n'a pas de problème de ce point de vue-là. Et je crois que c'est important, les rencontres, parce que le vin, c'est pas un produit comme un autre, je veux dire, c'est pas un produit standard, c'est un produit qui, chaque année, est un renouveau, chaque année est une nouvelle découverte. Donc je crois que tant qu'il y aura des hommes sur Terre et du vin, il y aura des rencontres autour du vin. Ouais. Alors, quel conseil donnerais-tu justement à tous les jeunes qui souhaitent se lancer dans le monde du vin, soit, je ne parle pas en production, mais je parle vraiment dans le commerce du vin, voilà, quel conseil tu leur donnerais? C'est d'abord de parler anglais couramment. Oui. Ça me paraît essentiel. Oui. Maintenant, c'est voilà. quand même plus facile. Et là, je viens d'ailleurs d'embaucher un jeune qui était en stage chez nous, qui est moitié anglais, moitié français. Bon, c'est vrai que ça va... Il est tout de suite dans le bain, quoi. Oui. Et tous les jeunes que nous recevons en stage, il y en a beaucoup qui ont un anglais un peu léger, et je dis, pour moi, c'est la base. La base même pour démarrer dans le commerce international, si on raisonne commerce et on est obligé de raisonner international en parlant de vin de Bourgogne, eh bien, c'est de parler l'anglais couramment, et puis ensuite d'avoir le sens de... comment dirais-je, de l'écoute des autres. Pour faire du commerce de vin, il n'y a pas besoin de sortir d'HEC ou de Polytechnique. Hein. D'ailleurs, j'ai des exemples en tête qui n'ont pas forcément réussi en sortant de ces deux grandes institutions. Donc, je n'ai pas de nom. Hein. Mais je veux dire, je préfère embaucher, moi, mon directeur commercial, il avait fait des études de photographie, donc au départ. Mais il a le sens du commerce. Bon, le jeune qui est à l'export, lui c'est différent, il a fait un master, tout spécialisé dans le commerce international et de vin, et ça fonctionne bien. Donc je pense qu'il faut d'abord avoir un bon bagage et puis trouver une maison pour démarrer. Mais démarrer tout seul aujourd'hui, sans argent, sans rien, ça me paraît difficile. C'est difficile. D'abord parce que les coûts d'approche des marchés sont difficiles. Et on ne peut pas dire qu'on peut tout faire par Internet. Pour moi, c'est rédhibitoire. Je veux dire, c'est pas... Et alors, une petite question complémentaire. La place de la femme dans ce commerce du vin? Elle est importante. Elle est de plus en plus importante. Quand j'ai démarré, il y a 50 ans, il y avait très peu de femmes dans le vin, mais elles étaient à la production surtout d'ailleurs. Hein. Je pense entre autres à Madame Bise-Leroy, bien évidemment, qu'on respecte beaucoup, et Laurence Jobard, qui était la directrice des achats et de l'OC chez Drouin, à la belle maison Drouin, qui était une des rares femmes à l'époque, ou Nadine Gublin aussi, chez Rodet. Il y en avait 3-4, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, il y en a plein. Chez nous, chez Jafflin, on a Marinette Garnier, qui est là depuis 12 ans, à la production. Au commerce, j'ai une jeune femme qui fait le commerce, qui est directrice des ventes Europe chez nous. Et oui, il y a beaucoup on aime bien avoir des jeunes femmes comme collaboratrices, même sur le terrain, même si ça pose souci avec les enfants, la gestion des familiales. On sait que c'est pas facile, c'est vrai que c'est... Et alors, Jean-Pierre, ce serait à refaire? Moi, je referais la même chose. Je ne ferai pas les mêmes erreurs que j'ai pu faire à certains moments. Forcément. Mais on apprend de nos erreurs, et je crois qu'on évolue dans la vie, j'allais dire grâce aux erreurs, à cause d'eux ou grâce. Grâce aux erreurs. Ouais, je pense que les erreurs, ça permet de s'enrichir. Quand on a fait des bilans, j'ai fait 2 bilans consécutifs qui n'étaient pas bons il y a 27, 28 ans de ça. Je me suis juré de ne plus jamais faire de bilan négatif, ça a été le cas. Et, bon, il n'y a pas que l'argent dans la vie, mais il y a aussi l'argent, parce que sans argent, on ne fait rien. Voilà. Je te remercie Jean-Pierre pour ce témoignage. Écoute, c'était un grand plaisir de t'accueillir depuis le temps qu'on en parlait. Bien, voilà. Depuis le temps. Voilà. Bien. Merci beaucoup et puis continue de Le dernier des Mohicans, c'est peut-être moi. Continue de nous régaler par ta bonne humeur. You're thinking I'm a little too romantic, oh but baby